Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un passage absolument central, un monument de la littérature française, le chapitre 44 du Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est un chapitre très court, mais ne vous y fiez pas, on va voir que c'est un véritable concentré d'émotions et de génie rhétorique. Préparez-vous parce que l'immersion va être intense. Allez, on commence fort. Pour se mettre dans l'ambiance, rien de tel que cette phrase, une des plus terribles du roman. Je la relis. Cette lugubre place de Grève, qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vues tomber. Ressentez bien la puissance de cette image. En une seule phrase, une hyperbole qu'on analysera tout à l'heure, Hugo nous fait basculer dans l'horreur. Le ton est donné, voilà. On n'est pas là pour lire une simple histoire. On est au cœur des ténèbres, face à une justice qui tue. Bien, notre première partie va se concentrer sur le contexte, le quand et le comment, mais d'un point de vue psychologique. On se situe dans l'heure qui précède l'exécution. C'est vraiment un moment charnière, un basculement total pour le narrateur. Et comprendre son état d'esprit, c'est la clé pour décoder tout le reste du chapitre. À ce stade, il n'y a plus d'espoir. Il y a juste la préparation à l'inévitable. Le chapitre s'ouvre comme ça, avec ces deux petits mots, d'une brièveté qui frappe comme un coup. C'est fait. Mais de quoi parle-t-il? Il faut se rappeler ce qui vient de se passer. Sa fille, sa petite Marie, son dernier lien au monde. Elle ne l'a pas reconnue. On vient de la lui enlever. Cette phrase, c'est fait. Elle marque donc une rupture totale, absolue. C'est la fin du combat pour vivre, la fin de tout lien affectif. C'est ça, le véritable point de non-retour. Et regardez ce qui se passe juste après. C'est fascinant d'un point de vue psychologique. Après l'effondrement complet, une nouvelle résolution apparaît. Il écrit « Maintenant, il faut que je me roidisse en moi-même ». C'est un mécanisme de défense incroyable en fait. Le narrateur passe de la douleur à l'état pur à une sorte d'anesthésie qui s'inflige lui-même. Il ne cherche plus à sentir, il cherche à se transformer en chose, à devenir un objet insensible pour pouvoir affronter la machine qui va le broyer. C'est une stratégie de survie pour les tout derniers instants. Ok, maintenant qu'on a bien saisi son état d'esprit, voyons comment Hugo utilise les mots pour nous y plonger. Parce que chez Hugo, attention, chaque mot est une pierre de l'édifice. Le vocabulaire n'est jamais choisi au hasard. Il est là pour sculpter une atmosphère. Et ici, c'est une atmosphère d'effroi. Un effroi qui est à la fois palpable et très ancré dans l'histoire. Prenons un premier exemple, le mot geôlier. Aujourd'hui, on dirait surveillant pénitentiaire, bien sûr. Mais Hugo utilise ce terme qui, même à son époque, commençait à dater un peu. Et ce n'est pas innocent du tout. Ça ancre le récit dans une réalité historique bien précise, celle d'une justice d'un autre âge, et ça souligne le côté archaïque, presque médiéval, d'une pratique qu'il trouve barbare. Autre mot, la charrette. Ce n'est pas juste une voiture. Non, c'est un symbole extrêmement puissant qui nous renvoie à l'Ancien Régime, à la Révolution. C'est le moyen de transport vers la mort, oui, mais c'est aussi un élément central du spectacle public de l'exécution. Le condamné est montré, exposé, livré au regard de la foule. La charrette, c'est une sorte de scène ambulante pour le dernier acte de la tragédie. Et enfin, le bourreau. Le mot seul fait frissonner. Et remarquez bien, il n'est jamais nommé, il n'a pas de visage, il est juste réduit à sa fonction. Le bourreau, c'est la main de la société qui tue, tout simplement. Ce mot incarne à lui seul toute la déshumanisation du système. Un homme est payé pour en tuer un autre, froidement, de manière méthodique. Il est la personnification de la violence légale. Mais Hugo ne se contente pas de choisir des mots qui frappent. Il déploie tout son arsenal rhétorique. Et ça, c'est un point que je veux que vous compreniez bien. Les figures de style, chez lui, ce ne sont jamais de simples décorations. Ce sont des armes très précises dans son combat contre la peine de mort, des armes conçues pour nous faire ressentir, au plus profond de nous, ce que vit ce condamné. Écoutez bien le rythme de cette phrase. À la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres. Vous entendez cette pulsation, cette espèce de litanie qui revient. Évidemment, ce n'est pas un hasard. Cette figure de style, vous la connaissez bien, c'est une anaphore. Mais regardez son effet ici. Il est dévastateur. En martelant à la foule, Hugo transforme cette masse de gens en une seule entité. Une entité monstrueuse, omniprésente, qui l'encercle et qui l'étouffe. Le rythme de la phrase, ça devient le rythme même de l'angoisse qui bat dans sa tête. La foule n'est plus une somme de personnes, c'est une vague qui submerge tout. Et on en revient à notre image du début, qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vues tomber. L'image est si violente, si exagérée qu'elle en devient presque irréelle. Et c'est exactement ça l'effet qu'il recherche. Il s'agit bien sûr d'une hyperbole. Hugo ne cherche pas à être réaliste ici, pas du tout. Il veut nous choquer, frapper notre imagination pour mieux dénoncer. Avec cette image, ce qu'il nous dit, c'est que cette place, ce n'est pas un lieu de justice, c'est un abattoir qui fonctionne depuis des siècles. Cette seule phrase, elle connecte le destin d'un seul homme à toute l'histoire de la violence d'État.
Elle transforme un cas individuel en un symbole universel de la barbarie collective. Donc quand on analyse le vocabulaire, les figures de style, on voit une évidence se dessiner. Chaque élément littéraire, chaque choix de style, tout ça est au service d'un but bien plus grand. Ce chapitre n'est pas juste le récit des derniers instants d'un homme. C'est un plaidoyer, un réquisitoire implacable contre la peine de mort. Ce qui se joue ici, au fond, c'est un conflit fondamental. D'un côté, on a des éclairs d'humanité, le prêtre et le geôlier qui, nous dit le texte, ont versé une larme, un simple geste de compassion. Et de l'autre côté, on a la machine inhumaine du système, le bourreau sans nom, la foule qui veut du spectacle, et le lieu lui-même, la place de grève, symbole de mort. C'est vraiment le combat de l'individu seul face à une mécanique sociale implacable. Et c'est là qu'est toute la stratégie de Victor Hugo, et c'est peut-être là son plus grand coup de génie. Il ne nous donne pas une leçon de morale abstraite, il ne fait pas un traité, non. Il nous plonge dans la peau du condamné. En utilisant le jeu, en décrivant l'angoisse avec les 5 sens, il nous force à ressentir l'injustice. Son but, c'est de rendre l'inhumanité de la peine de mort non pas juste comprise avec la tête, mais physiquement et émotionnellement insupportable. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? 3 points essentiels. Premièrement, la puissance de l'immersion psychologique et sensorielle chez Hugo. Deuxièmement, le fait que la rhétorique, les figures de style, ce n'est pas de la décoration, c'est un outil pour construire l'angoisse. Et enfin, le point le plus important, c'est la façon dont un texte littéraire peut devenir l'un des plus puissants plaidoyers politiques jamais écrits. Et je voudrais vous laisser avec cette question. Une question qui dépasse ce seul texte. En nous forçant à regarder ce qui est insoutenable, en donnant une voix à celui qui n'en a plus, Hugo ne fait pas que de la littérature. Il agit sur la conscience de son époque, et sur la nôtre encore aujourd'hui. Alors je vous pose la question. La littérature, est-ce que ça peut vraiment changer le monde ? Ce chapitre semble nous murmurer que oui, ou en tout cas qu'elle peut au moins essayer. Et ça, c'est déjà immense. J'attends vos réflexions.